comme on est sur un événement qui ne traite pas à 100% que de SEO, je me suis dit que c'était intéressant d'évoquer tous les bienfaits du sujet de la performance web. Trop souvent, on a tendance en fait à penser, à tort ou à raison, qu'on va travailler la performance web dans le cadre du SEO. Si tel est votre cas, malheureusement, j'ai peur que vous vous trompiez. Tout simplement parce que c'est sûrement dans la liste des 4 critères que je mets ici, le plus faible. En termes de SEO, ça donne un mini boost. C'est pas ça qui va changer notre vie. C'est pas grâce à ça que vous allez passer de la 3e page à la 1re. Donc globalement, c'est bien, ça aide un poil, mais ça s'arrête à peu près là. Le seul truc, c'est qu'en repas de famille, vous pourrez vous la raconter en disant « mon site est rapide ». Et Google s'en cogne totalement. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça va pouvoir vous apporter en termes d'UX. Là, déjà un peu plus. On se rend compte que on est tous pareils, hein, on est humains. Si on met plus de temps à charger une page, si on met plus de temps à aller à une information, c'est assez épuisant et on a tendance à se lasser plus rapidement et à partir. Ça rebondit d'ailleurs sur le premier point qui est à gauche, sur la conversion. Donc plus on est à l'aise, plus c'est UX pour nous, plus on a tendance à convertir. Donc les deux vont aller ensemble. Et dernier élément, je ne suis pas ici un évangéliste de l'écologie ou de l'éco-conception, mais plus c'est rapide, plus c'est léger, et plus c'est léger, moins ça consomme. C'est assez bête, mais au moins ça marche tout le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, quand je travaille ma perf web, en réalité je travaille un tout. J'améliore un peu mon approche marketing, mon approche UX, un poil mon SEO, et puis allez, c'est pas plus mal pour la planète. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais il y a sûrement des points négatifs au fait d'améliorer la perf web. Le problème, c'est que je les cherche encore, en fait. Si ce n'est que c'est relativement technique et donc difficile à mettre en œuvre, j'ai pas de points négatifs d'un point de vue marketing là-dessus à vous citer, et le cœur y est pourtant. Alors, dernière slide donc d'évangéliste, je vous montre juste le site Website Carbone, parce que tout le monde ne le connaît pas. C'est un site qui essaye en fait de calculer un peu l'empreinte carbone de votre site web. Souvent, c'est assez comparable en fait avec les outils de test de performance, puisque c'est simple, s'il pollue beaucoup, je peux à peu près vous donner votre note au PageSpeed notamment, juste à vue de nez. Donc ici, j'ai mis un exemple que j'ai refait il y a 2-3 jours. Donc vous voyez par exemple la page d'accueil de YouTube, elle rejette donc 2,2 grammes de CO2, et pour 10 000 visiteurs sur un mois à peu près, c'est à peu près 262 kg de CO2, et c'est surtout ce qui est intéressant en bas, c'est que ça fait à peu près, on va dire, presque 4000 kilomètres de voitures électriques en termes de consommation. Donc ça nous permet d'avoir une idée aussi de ce qu'on consomme avec nos propres sites web. Donc tant qu'à faire, faisons des sites qui soient bons, au moins qui polluent pour quelque chose. Parlons maintenant vraiment du vrai sujet. Donc le PageSpeed, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, comme je vous le mets ici dans l'encadré, ça date depuis 2010 déjà. Et puis Google a fait évoluer ça. Alors c'est comme d'habitude avec Google, il nous fait des effets d'annonce, on avait l'impression que c'était une révolution en termes de SEO, on se demandait comment on allait pouvoir vivre sans avoir un site extrêmement performant, et la réalité c'est que on vit très bien déjà, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a encore énormément de sites qui ne sont ni UX ni performants, sinon on serait tous premiers a priori, donc c'est pas si efficace que ça. Donc ils ont juste affiné. D'ailleurs, c'est souvent le cas aujourd'hui. Google affine ses critères et ça avance comme ça. Alors, dans les dernières nouveautés, c'est ce qui est tout en bas ici. Donc, il nous a mis à jour, il nous a mis la mise à jour Page Experience il y a un peu plus d'1 an. Et puis là, il vient de l'annoncer, donc c'est tout récent, en février, pour que ça fonctionne sur ordinateur aussi. Bon, globalement, c'est 3 familles de critères UX qu'on évoquera tout à l'heure. On ne va pas y passer 15 ans, honnêtement, à les optimiser. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est comme ça. Il va allez, je dis n'importe quoi, en 2023, il va nous dire « Ah, révolution, on a un 4e critère UX. » Wow. C'est souvent un peu comme ça. L'annonce est plus forte que la réalité en termes de résultats dans le moteur. Alors, on va avoir pas mal d'outils de test. Donc ici, j'ai mis une capture de PageSpeed Insight, qui est l'outil le plus connu, bien sûr. Je vous ai mis une petite liste à gauche. Alors, je suis sponsorisé par aucun outil, donc j'aurais pu faire 3 slides avec des noms d'outils, tellement il y en a. Donc voilà, j'ai mis que ceux-là, je m'excuse pour les autres. Mais on a vraiment pas mal d'outils qui nous permettent d'analyser ça. En réalité, la chose que je trouve juste
d'un point de vue PageSpeed, c'est que Google ne s'intéresse pas réellement à la vitesse de chargement de vos pages. C'est pour ça que je ne parle que de performance depuis tout à l'heure. Il va analyser des batteries de critères. Donc il va dire, voilà, j'estime que si vous mettez en cache vos contenus, c'est quelque chose qui, en général, accélère, on va dire, ou améliore la performance de votre site. Ce critère-là, il va valoir tant de points. Et il va faire toute une batterie de critères comme ça. Une fois que ces critères sont, on va dire, résolus, vous avez une note qui est plus ou moins haute. Alors bon, comme je voulais me la péter, j'ai mis une note qui était en vert. J'ai pas changé ma capture, puisque si je reteste la même page aujourd'hui, je suis en jaune, alors que je n'ai rien changé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque jour, Google se dit « Ah, t'es en vert, allez, je vais te saquer un peu plus avec autre chose. » C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller chercher le 100%, puisque vous allez être déçu au bout d'une semaine. L'idée, c'est vraiment que vous arriviez à faire quelque chose qui vous semble un bon équilibre entre le temps que vous allez y passer, ce que ça peut vous apporter sur les 4 familles de critères que je citais au début, en termes de conversion, du X et autres. Et puis bien sûr, à côté, tout simplement, est-ce que techniquement, ça ne vous a pas trop pris la tête non plus de le mettre en place? Puisque je vous montrerai quelques cas d'école qui ne sont pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors, deuxième batterie d'analyse que je trouve toujours intéressante, elle ne nous coûte pas cher puisque c'est dans les navigateurs. Donc ici, je suis dans, si je ne me trompe pas, c'est Firefox, non, c'est Chrome là. Là, c'est dans Chrome. J'ouvre donc les outils de dev de Chrome. Je vais dans l'onglet Réseau. Je coche la case Désactiver le cache et je me mets en Good 3G. L'idéal serait de se mettre en Slow 4G, puisque Google, dans le monde, analyse en Slow 4G. Donc ici, je n'avais pas beaucoup mieux, donc je me suis mis en Good 3G. Et puis, je recharge ma page. Et je vais surtout regarder comment ma page réagit. Déjà, est-ce que je trouve qu'elle est lente, tout simplement? Ça, c'est juste un ressenti. Mais je vais analyser les choses qui sont tout en bas. Alors, je suis désolé pour vous, c'est flouté, c'est un peu plié en bas de l'écran. Mais en gros, en bas, il nous indique le temps de chargement du DOM, donc de la structure de la page, le temps de chargement des éléments load, en gros, tout ce qui attend de pouvoir bouger dans la page, en gros, le JavaScript, pour faire simple. Et puis, il nous donne des indications sur le nombre de requêtes qu'il y a dans la page et le poids de la page. Donc ici, par exemple, cette page-là, complète, pèse 371 kg. Je pense que si je prends la moitié de vos sites, c'est le poids d'une seule de vos images. Voilà. Il y a 16 requêtes, 16 allers-retours entre le client et le serveur, entre le navigateur et notre serveur. Donc c'est relativement peu. En moyenne, pour l'anecdote, c'est 87 requêtes. Donc plus vous allez pouvoir réduire ça, donc le poids d'une part et le requêtage, plus votre site va forcément être performant. Si moi, pour venir ce matin, j'avais dû me taper, je suis de Poitiers, Poitiers-La Rochelle sans arrêt, je ne vous cache pas que je ne serais peut-être pas arrivé au moment où on parle. Donc c'est logique, c'est le même principe quand on charge une page. Réduisez le nombre de requêtes. Alors ça, j'y pense beaucoup parce qu'on a tous tendance à faire des sites avec des thèmes classiques. Et là, je peux parler de WordPress, mais des autres aussi. Et généralement, bon, je vais employer un terme un peu trivial, c'est une partouze de JavaScript. Voilà. Vous chargez la page, vous dites c'est pas possible, y a un concours, il y a une collection de JavaScript à faire, c'est pas possible autrement. Vous chargez une page de base, vous êtes à 200 requêtes, vous avez encore rien fait. L'hérésie, mais qui me fait le plus rigoler, vous savez, c'est le loader de page. C'est-à-dire que vous commencez à charger votre page et le premier truc qu'on vous met, c'est un JavaScript qui vous charge un loader pour vous dire je te fais patienter. Oui, mais je vous rappelle que ce loader, ça vous ralentit la page. Je vous laisserai méditer là-dessus. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça assez courantes. Si vous voulez être performant, moins il y en a, mieux c'est. Alors, 3 grandes familles de critères pour améliorer la perf. On va avoir l'optimisation du serveur, l'optimisation du poids, c'est ce qu'on évoquait avant, et malheureusement, je suis désolé pour les non-techniciens, l'optimisation du code. Donc ça c'est un peu moins drôle. Je vais détailler bien sûr un peu les 3. Alors ici, optimisation côté serveur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, choisir un bon hébergeur, ça ce serait pas mal. Idéalement, activer le mode PageSpeed si vous êtes sur Apache. Ça va vraiment pouvoir vous améliorer tout ça. Et puis bien sûr, faire des configurations du serveur. J'ai mis un micro-exemple à droite. Le seul avantage qu'il y a avec ce type d'optimisation, c'est que c'est hyper dur à faire. Je vous l'explique dans le cadre de Windows, et je crois que dans Mac, c'est pas trop différent. Vous allez faire un CTRL-C, CTRL-V
et c'est commande C, commande V, je crois. Voilà, un copier-coller de ces phrases-là, vous les remettez dans tous vos sites, voilà, c'est pas plus dur que ça, et vous optimisez déjà beaucoup de choses. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une première base, et ensuite ça se reprend un peu partout. Donc ça, on peut encore le gérer. Alors je précise, on peut aller bien plus loin dans les optimisations de serveurs, mais dans les optimisations courantes, un simple copier-coller suffit. L'optimisation du poids. Ben pour le coup, c'est assez lourd à faire. Jeu de mots pourri, mais vous me l'accorderez, je le garde pour le spectacle. Donc ici, on va devoir gérer beaucoup de choses, parce que tout pèse. Le JavaScript pèse, les images, bien sûr, vont peser lourd, le type d'image qu'on va choisir, c'est ce que je cite au début, avec notamment les nouveaux formats qui sont quand même plus légers, ou en tout cas meilleurs en compression, et tout ça, ça va être une optimisation à faire. Honnêtement, on est tous pareils. On a notre site, on vient de faire notre image rapidement ou d'en trouver une dans une banque d'images, on l'upload puis on la balance. En général, il faudrait qu'entre les deux, on ait une étape de compression. Et ça nous aiderait pas mal. Souvent, c'est de la flemmargite aiguë. Voilà, on ne veut pas le faire et malheureusement, on le paye derrière. Alors l'autre astuce parfois, c'est vous envoyer, vous ne gênez pas. Vous récupérez le dossier sur le serveur des images, vous compressez tout le dossier, vous renvoyez le dossier. Puis comme ça, au moins, c'est fait. Ça peut être aussi une astuce, mais vraiment, je vous le conseille là-dessus. Alors, autre technique, celle que j'ai mis en bas, vous pouvez utiliser des sprites CSS. Aujourd'hui, c'est un peu plus utilisé à la marge, parce qu'on a des polices d'icônes qui sont plutôt bien foutues, donc on arrive à alléger les choses, mais le sprite reste encore efficace. Et pour tout vous dire, au-delà même de la perf, rien qu'en aspect, on va dire, de confort visuel. Si, par exemple, je prends l'icône de Twitter, j'ai donc une icône non survolée, une icône survolée. Je fais deux images à part. Sachez que deux images seront toujours plus lourdes qu'une image qui contient les deux. Ça, c'est basique, ce sera toujours vrai. Donc déjà, je suis un petit peu plus lourd dans ce cas-là. Mais surtout, au moment où je vais survoler pour la toute première fois mon icône Twitter, il va y avoir un blanc, parce qu'il est en train de charger l'image de survol. Donc ça fait pas beau. Alors c'est très rapide si on a la fibre quasiment invisible, mais si on est en 3G, vous allez vite le comprendre. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de top. Donc c'est pas top en UX, et puis c'est pas top en termes de coût. Donc il y a plein de petites optimisations comme ça. Voilà, je ne peux pas tout vous faire, puisqu'on n'a pas assez de temps là-dessus, mais il y a vraiment des choses qui peuvent être faites simples. Alors moi, j'aime beaucoup le logiciel qui est en haut pour la compression d'images, qui s'appelle File Optimizer. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il utilise beaucoup d'algorithmes de compression. Donc il faut savoir qu'il y en a beaucoup, des algorithmes pour le PNG. Moi, j'avais fait beaucoup de tests. C'est un Français qui remportait la mise chez moi, il s'appelait Pingo. Si vous faites de la compression JPEG, le plus efficace, il est de Google, il s'appelle Gretzly. Sympa au niveau nom, au Scrabble, c'est top avec le Z. Donc Gretzly, par contre, il est très lent. Donc c'est pas forcément celui que je vais vous conseiller en termes de rapport temps-qualité. Moi j'aime beaucoup CJPEG, que j'ai mis entre parenthèses, ou aujourd'hui MoshJPEG, qui est un fork, qui sont plutôt efficaces. Ce logiciel-là, il va passer par tous. Il va tous les tester, et pour chaque image, il va garder le meilleur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, l'optimisation du code. Alors, je m'attendais à ce que vous soyez joyeux à ce moment-là. Donc on en arrive bien sûr sur la phase qui est un peu moins drôle. Alors il va falloir qu'on fasse, par exemple, des chargements asynchrones. C'est ce que je vous ai mis donc à droite. Au fur et à mesure qu'on scrolle dans notre page, les images apparaissent au fur et à mesure. Ça va permettre effectivement de ne charger que les images qu'on voit, donc c'est pas désagréable, on va dire, à l'usage. Donc j'avais fait un petit code pour ça, qui est dans le cadre de WordPress. Donc il existe des plugins, mais si vous êtes, on va dire, anti-plugin ou vous voulez limiter le nombre de plugins, vous pouvez prendre des codes comme ça. Donc voilà, je vous ai mis une capture, vous me la prenez par cœur, vous me le récitez dans 2 minutes. Non, plus sérieusement, si vous en avez besoin, je vous envoie ça par zip, il n'y a pas de souci particulier. La seule chose en fait qui est technique dans ce code-là, hormis le copier-coller, c'est qu'en fait vous devez lister les scripts que vous devez exclure. Et par exemple, WordPress, déjà par défaut, a au moins 2 scripts qu'on doit exclure. C'est les lignes 85 et 86 là-haut. WP-Hooks et WP-ILN 8N. Et en fait, ces deux-là,
vous avez l'obligation en gros de les exclure parce que tout simplement, Google va nous embêter, on va dire, si on ne les exclut pas. Pardon, pas Google, WordPress va nous embêter, donc c'est un petit peu taquin là-dessus. Donc voilà, bon, ça c'est juste un petit exemple. On va devoir faire donc, du lazy loading. Alors oui, j'ai inversé les deux, excusez-moi. Faire des variantes d'images. Bon, ça c'est classique. Du préchargement. Alors le préchargement, c'est la capture qui est tout en bas. Vous allez devoir précharger les ressources que vous utilisez. Ça, c'est quelque chose qui nous sort de plus en plus quand on fait on va dire notamment des tests sur Google PageSpeed. Et l'idée, c'est j'ai des polices qui sont propres. Je ne passe pas par Google Font, hein, je les ai chargées de mon côté. J'ai ces polices-là, il va vouloir que je les précharge. S'il y a des images que je suis sûr de faire apparaître pour tout le monde, ça peut être bien de les précharger. Donc c'est tout type de ressources dont vous êtes sûr qu'elles vont être préchargées. Alors juste un petit point technique, ça c'est pour les passionnés. Il y a une différence entre le preload et le pré-render. Le preload, c'est je précharge pour la page dans laquelle je suis. Le pré-render, on n'est pas loin de la prédiction. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a de grandes chances que la personne, après ma page d'accueil, aille dans ma page contact. Puis dans ma page contact, il y a une image, c'est sûr, il va falloir qu'il la charge. Ben, je vais lui faire un pré-render pour que ça aille plus vite quand il charge la deuxième page. Bon, ben, dommage pour ceux qui n'iront pas dans celle-là, mais en gros, c'est pour ça que le pré-render est peu utilisé, mais l'idée, c'est de pouvoir gagner du temps sur les pages suivantes. Donc ça aussi, ça peut être des choses intéressantes. Ici, je vous ai mis un exemple, là encore, pour WordPress. Donc ces deux petits codes-là, ces deux petites fonctions, vont automatiquement vous précharger tous les styles. Donc comme ça, toutes les feuilles de style de vos plugins et tout vont être préchargées. Ça va le faire tout seul. C'est le premier code. Et le deuxième, va falloir le faire un peu plus à la main. C'est les polices, bien sûr, que vous avez rentrées. Donc là, va falloir mettre le chemin de la police. Et puis ça va vous les charger. Donc avec des codes comme ça, vous allez pouvoir très très rapidement, on va dire, là c'est vraiment du copier-coller, hein, et vous allez pouvoir améliorer ça. Donc il y a beaucoup de points comme ça, une fois que les fonctions sont faites, honnêtement, vous faites 20 sites WordPress, c'est pas plus dur, quoi. Ce qui est embêtant, c'est le premier. Ensuite, je l'ai dit un petit peu en filigrane, hébergez vos propres polices de caractères. C'est hyper important. On a trop tendance à faire appel à Google Font. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé dans Google Font à aller dans la partie statistique. Quand vous voyez les chiffres, ça fait peur, hein. Alors, la police la plus utilisée est Roboto, notamment. On parle de billions de chargements par minute. Donc, globalement, vous vous doutez bien que ce n'est pas le serveur le plus rapide du monde. D'ailleurs, ça se voit souvent quand on charge une page. Alors, moi, je parle avec Firefox parce que j'ai l'habitude, mais souvent dans Firefox, en bas à gauche, il vous met les ressources en cours de chargement. Et souvent, celle qui vous fait un peu ramer, c'est font.google, et ainsi de suite. Et vous le voyez souvent. Donc l'idéal, une fois qu'une police vous plaît, que vous l'avez testé avec Google Font, intégrez-la en dur, en réel. Vous allez vraiment gagner en perf, et là encore, on réduit le nombre de ressources. Donc c'est toujours le même principe. Autre chose que Google nous dit, apparemment, il faudrait qu'on charge nos styles CSS inline, directement dans la page. C'est cool parce que c'est tout ce qu'on ne nous dit pas à l'école. Donc à l'école, on nous dit séparez bien chaque ressource. Et Google nous dit mettez bien tout dedans en bordel. Donc c'est cool, hein, il n'y en a pas un qui s'entend. En fait, les deux ont raison. En termes d'organisation, c'est mieux de séparer. Mais en termes de perf, si j'ai qu'un fichier qui contient tout, c'est moins lourd que plusieurs fichiers qui contiennent la même chose. On en revient toujours au même. Et moins de ressources qui plus est. Pour ça, vous avez des petits codes qui vont le faire gentiment pour vous. Ils vont aller récupérer tous les styles, vous les reprendre, et vous les mettre en inline. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a les deux bénéfices. Le premier, c'est que vous continuez de travailler avec des fichiers à part, et qu'en parallèle, ça vous génère finalement du style inline. Donc comme ça, c'est tout bénef. Donc là encore, je vous ai mis une petite fonction, ça c'est la dernière que j'ai faite, j'avais que ça à faire a priori. Donc ça c'est une fonction qui vous récupère ici que la feuille style.css, je pourrais en mettre d'autres bien sûr, et ça va récupérer cette feuille-là, ça va me la compresser à la volée, et ça va me la mettre en inline. J'ai même pas à m'embêter à la compresser, ça va le faire tout seul. Donc comme ça, c'est plutôt pratique. Donc bien sûr, c'est des codes qui sont améliorables. Ici, il fallait que ça tienne dans une image. Donc j'ai réduit, j'ai gardé l'essentiel. Et enfin, et ça c'est hyper important, quand on code, ça peut être bien de coder bien.
Alors je vais reprendre la même image que je sors toujours aux plus techniciens d'entre nous. Il y a assez longtemps de ça, un petit jeu qui s'appelait Tetris est sorti sur Game Boy. Ça ramait pas, c'était d'une fiabilité, c'était waouh, c'était génial. Bon, la puissance de la Game Boy, quand on la ramène aujourd'hui, hein, c'est pas fou, hein, ça fait pas rêver. Alors maintenant, on a des super smartphones. Et puis, ben, on a des jeux à peu près équivalents, on va dire, à Tetris, un petit peu plus jolis. Hein. J'en ai un en tête qui s'appelle Candy Crush. Moi, j'aimerais comprendre comment Candy Crush est capable de ramer sur un téléphone avec 8 Go de RAM et puis parfois 8 à 10 processeurs. Ben, je vous le dis, hein, c'est que c'est codé avec des moignons de pied. Voilà la réalité. Donc en fait, le problème, c'est quand c'est mal codé, ben, forcément, vous allez le payer derrière. Et souvent, bah, les erreurs des développeurs, c'est de se dire il faut que ça marche. Alors, que ça marche, c'est bien. Une fois que ça marche, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ça? De rendre ce code plus court, plus léger, plus efficace? Si je fais des boucles dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles, je vous rassure, vous n'êtes pas rendu au bout. Donc en fait, souvent, il est là le souci, c'est qu'on a tendance aussi à faire des petites erreurs. Le choix de nos plugins, notamment, ou de nos extensions, est assez fatal là-dedans. Il y a des plugins mieux foutus que d'autres là-dessus et qui vont moins vous ralentir le site. Donc c'est vraiment beaucoup de points. Si on prend chaque point indépendamment, moi j'aurais tendance à vous dire que ceux qui m'ont le plus posé de problème, c'est les chargements asynchrones. Ça a été assez taquin au début de le rendre automatique. Ça m'a pas mal embêté. Et le lazy loading au début, aujourd'hui c'est une pratique assez courante, hein, mais au début c'était assez embêtant. Et récemment, bah, vous voyez, le chargement des style inline, hein, c'est un truc que j'ai fait en 2022, ça se faisait déjà bien sûr avant, mais c'est des choses qu'on voit assez récentes. Puis comme Google, de toute façon, a le don de nous sortir du chapeau des nouveaux critères, je pense qu'on n'est pas rendu au bout de nos peines. Donc tout ça, c'était la perf pure. Puis Google s'est dit, finalement, c'est pas suffisant. C'est bien d'être performant, mais ce serait bien d'être encore plus UX. Donc il nous a sorti Core Web Vitals et Page Experience. En réalité, on est sur des cousins, hein, puisque c'est les mêmes critères qui sont analysés derrière. Et eux analysent 3 critères, hein, qui sont donc en bas, avec de magnifiques acronymes. Hein. Donc le LCP, le FID et le CLS. Bon, pour vous la faire en français, le LCP, c'est le temps nécessaire pour afficher le contenu principal de votre site. Donc globalement, le premier écran visible, hein, si vous préférez. Le FID, c'est le délai de réaction après une première interaction. Donc en gros, est-ce qu'on va mettre longtemps à pouvoir interagir? Et le CLS, ça, c'est les décalages de page. Si votre page, en fait, elle est tellement lente à se charger que les images mettent du temps, ça peut créer des décalages, et c'est pas très UX. Hein. Au moment où je veux cliquer sur un bouton, si l'image qui est au-dessus se charge, je vais finir par cliquer sur l'image. Vous voyez? Ben, en gros, c'est des choses pas très agréables. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas des critères qui sont forcément très compliqués à mettre en œuvre. Le problème, c'est qu'ils sont parfois à l'opposé des critères de perf web. Je vais vous donner un cas qui est assez rigolo. On nous dit, faites du lazy loading. Ne chargez que les images qui comptent pour vous. OK. Plugin de lazy loading, tout va bien, nickel. Mais le lazy loading, ça fait ce que je viens de vous décrire. Ça charge les images au fur et à mesure. Donc si je viens pour cliquer trop vite, ça me décale mon écran. Donc en gros, le lazy loading est top pour la perf, mais il est pourri pour le CLS. Donc je cherche encore ce qui est bien pour les deux. Donc en général, l'idée, ce serait de prévoir du lazy loading qui conçoit déjà la taille du bloc qui va attendre l'image. Et comme ça, on n'aurait aucun problème des deux côtés. Mais ce n'est pas aussi évident que ça à faire en réalité. Moi, c'est très difficile que je vous dise la taille d'une vidéo que je vais charger, sachant qu'il ne connaît pas encore ma vidéo. Donc, hormis le faire manuellement, vous voyez, ce n'est pas toujours évident en fait, de le faire. Et sinon, ça fait des doubles calculs. Et je vous rappelle, des boucles dans des boucles, c'est pas toujours bien. Donc en fait, on est toujours pareil. C'est des critères qui sont intéressants, très techniques. Ça demande vraiment de faire des tests, d'analyser ce qui est le plus performant. Mais on a vraiment moyen d'augmenter la note. Donc vous ne prenez pas la tête. Cherchez pas le 100%. Cherchez pas à avoir la meilleure note possible en termes on va dire, de critères UX. Ici, vous voyez, j'ai la chance, hein, mon blog est dans le vert. C'est un coup de bol, hein. J'ai rien fait pour le mériter. Hein. Donc voilà, ils sont dans le vert, je suis content. Waouh, ça n'a rien changé à mon classement, mais je suis content. Voilà, c'était bien et ça s'arrête à peu près là. Honnêtement, ne passez pas votre vie pour ces critères-là, mais essayez vraiment de l'améliorer au moins pour vous.
Honnêtement, j'en ai marre que tous mes clients viennent, me montrent leur site, je teste le PageSpeed, je ferme les yeux parce que j'ai peur, et quand je les ouvre, ben, j'avais raison d'avoir peur. Donc globalement, hein, les meilleures notes en moyenne que je vais avoir sont de 30 sur 100. Donc en fait, je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, ce serait bien au moins que je tende vers un 70. Voilà, je ne vous demande pas un 100, mais un 70, c'est bien. Ramenez une mention bien à vos parents, ils seront contents. C'est pas trop mal. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Voilà.